Alors, l'idée, c'est de voir tout ce qu'on peut continuer à faire pendant cette période un peu compliquée et pour prendre en compte un peu toutes les difficultés supplémentaires qui peuvent se présenter, mais aussi les opportunités qui peuvent se présenter. Donc, j'ai fait ça en une dizaine de points qui ne sont pas nécessairement dans l'ordre, enfin, qu'il n'y a pas nécessairement d'ordre, et peut-être que tous ne sont pas signifiants pour vous, ou tous ne sont peut-être pas intéressants pour vous, mais c'est les choses que j'observe un petit peu et qui sont valables pour vous, mais qui sont globalement valables pour tous les entrepreneurs avec lesquels on travaille dans les différents programmes avec lesquels on avance. La première chose, ça part de vous, comme d'habitude, comme dans la formation de stand-up, c'est un peu de vous poser des questions par rapport à vous et par rapport à votre projet, pour maintenant et pour après. Donc maintenant, comme dans un environnement ou un contexte normal, de combien de temps vous disposez tous les jours? Parce que y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont du télétravail et il y a des gens aussi qui n'ont pas nécessairement l'espace où s'isoler pour travailler sur leur projet. Donc, c'est important que vous fixiez un temps pour vous qui est plus ou moins grand en fonction de ce que vous pouvez faire et de savoir que les objectifs que vous allez vous fixer pour cette session un peu de confinement, ils doivent être adaptés au temps que vous avez. Donc, inutile de vous mettre trop la pression parce que sinon, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Et donc, commencez par savoir combien de temps vous avez vraiment à consacrer à vous-même et à votre projet dans cette période-là, et si vous pouvez le faire au calme, et si c'est tous les jours possible ou pas tous les jours possible, c'est quand même très important de savoir le temps dont on dispose pour se fixer des objectifs qui soient réalisables. La deuxième chose, c'est de se demander, et assez régulièrement, et on commence, nous, à avoir des premiers feedbacks un peu mesurés sur ça, mais comment vous vivez le confinement? L'autre question, c'est quand même se poser la question de l'après. Là encore, on n'est pas toutes dans les mêmes situations. Il y a des gens qui sont actuellement donc conjoints ou qui sont elles-mêmes en chômage partiel. Il y a des doutes sur ce qui va se passer après. On parle d'une crise Donc, la question, c'est est-ce que dans l'après, vous êtes 100% à l'aise pour dire pour moi, finalement, je continue sur mon projet, ou j'ai des contraintes extérieures qui viennent compliquer mon projet ou qui me demandent de le mettre un peu de côté. Et à ce moment-là, si je le mets un petit peu de côté, qu'est-ce que je fais, etc. Et ça m'amène au dernier point qui est assez important. C'est quoi le plan A, c'est quoi le plan B après? Donc, la question de quelles sont vos alternatives, elle est très importante et spécialement en période de crise. Ce qui m'amène au point suivant, c'est qu'une des choses que vous pouvez faire pendant le confinement, c'est continuer de travailler sur toute la première partie du programme Stand-Up, continuer à explorer un peu toutes les expériences que vous avez eues pour voir quelles compétences elles mettent en œuvre, continuer à vous interroger sur ce que vous aimez, continuer à vous interroger, et ça, c'est un truc qu'on peut aussi faire en famille dans ces périodes un petit peu où on est un peu les uns sur les autres. C'est aussi réfléchir un peu à l'impact qu'on veut avoir après, à ce que ça veut dire pour les uns et les autres. Et puis après, on s'occupera de voir comment tout ça se met en musique pour que ça vous permette de vivre aussi. La deuxième chose où on a l'opportunité là de faire quelque chose, c'est de faire de la veille. De faire la veille, deux types de veille. Une veille sur votre propre sujet, sur le secteur sur lequel vous travaillez, et une veille d'actualité aussi. C'est-à-dire qu'il y a continuer à développer vos compétences et votre expertise sur votre domaine, mais aussi commencer à regarder ce qui se passe globalement dans le monde et sur différents sujets, parce que peut-être il y a là des opportunités nouvelles que vous allez pouvoir creuser. Donc la veille, c'est vraiment pas seulement de la lecture, mais c'est de la lecture active. C'est la lecture qui va venir remplir les différentes cases de votre projet. Alors, la veille, elle se fait d'une manière construite. On peut perdre beaucoup de temps à lire beaucoup de choses et puis finalement pas en sortir grand-chose.
Donc, il y a une façon un peu organisée de le faire qui est de dire quelles sont les sources que j'ai besoin de suivre. Et ce n'est pas la peine d'en prendre 26 000. Il faut prendre les sources que lisent ou regardent vos clients. Qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils regardent? Et ensuite, ce que lisent et regardent les experts de votre domaine. Alors, faire de la veille, c'est pour vous, évidemment, mais si vous voyez, c'est l'avantage de la communauté, des informations qui vous semblent intéressantes pour des projets qu'il y avait dans votre promo, ou qui vous semblent d'intérêt général pour toute la communauté, si c'est d'intérêt général, faites-les passer à Kenza et Timothée. Si c'est pour quelqu'un en particulier, n'hésitez pas à faire circuler l'information. C'est autant, vous démultipliez votre source de veille en faisant ça. Alors, comment on lit un doc? Je vous en ai mis un, par exemple, sur les cosmétiques bio, qui est issu de Forbes, donc qui est une référence quand même assez fiable, qui date de mars 2020 et qui a été écrite par un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Manceau. Pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que dans ce petit extrait, il y a plein d'informations utiles que vous allez collecter d'une manière efficace. Par exemple, vous avez des informations sur la taille du marché. Vous avez la mention d'un outil qui est la plateforme de marketing d'influence Tracker. Si elle est importante dans ce secteur-là, il est clair qu'il faut que vous alliez voir ce que c'est et que vous vous familiarisez. Et puis, il y a des noms de gens qui manifestement sont influents. Et donc, il faut suivre ces gens-là ou bien voir comment ils ont fait pour développer leur business. Et il y a plein d'informations. Donc, si vous ne lisez pas en vous disant voilà le type d'information qui est utile à mon business et comment je les note et comment je les classe, ça ne vous servira pas à grand-chose. La troisième chose, et c'est ce qu'on avait mentionné aussi lundi, c'est comment on continue à parler aux clients ou utilisateurs ou influenceurs. Il faut continuer. Ce qui change un petit peu, c'est l'intention avec laquelle on le fait. Là, c'est sûr que si vous allez parler aux gens de votre produit, de votre projet, de votre offre, il y a de fortes chances que vous soyez mal reçu. La question qu'il faut se poser, c'est comment on ramène cette relation business à une relation humaine, en fait. Et donc, ça commence par des entretiens qui vont certainement pas commencer par parler de votre projet. Donc, la question que vous devez vous poser quand vous appelez des gens là, c'est plutôt de quelle aide cette personne a besoin maintenant versus voilà ce que je peux faire pour vous. L'autre chose, c'est que dans ces périodes-là, l'approche empathique, elle est toujours très importante, quel que soit le contexte, mais là, elle est presque à la minute près. C'est-à-dire comme l'humeur, l'attention, la fatigue peuvent varier un peu d'un instant à l'autre. Il faut être attentif au fait que est-ce que c'est le bon moment pour que je vous appelle? Est-ce qu'il y a un moment particulier auquel je peux vous appeler? Alors, ces deux premières choses, la veille et le contact, les entretiens avec les clients, ça peut aussi vous permettre de créer du contenu. Donc, ça va vous permettre de vous entraîner, ça va vous permettre de trouver votre voie VOX. C'est une façon de rentabiliser aussi ce temps que vous passez à faire de la veille. Vous pouvez créer une communauté. On l'a vu avec Laure. Je vous avais parlé de l'exemple de Philite, qui est une entrepreneuse d'un autre programme qui était anorexique, qui était à l'hôpital, qui a commencé à faire un blog à l'hôpital et puis qui a développé une grosse communauté et puis qui maintenant a fait une application qui met en relation les médecins et les malades. Ça a commencé par sa communauté, en fait. Aussi, pour créer votre bande, peut-être que parmi toute la communauté stand-up, il y a suffisamment de sujets en commun ou de sujets connexes sur lesquels vous pouvez avoir une puissance de feu forte si vous vous invitez les unes les autres à publier du contenu. Alors, pour le faire de manière efficace, il faut que vous ayez un objectif. C'est quoi votre objectif? Est-ce que c'est de vous faire connaître? Est-ce que c'est de tester quelque chose? Quel est l'objectif? Est-ce que c'est de récupérer des adresses email? Sur quel support vous allez faire du contenu? Est-ce que vous faites un blog? Est-ce que vous faites de l'Instagram? Est-ce que vous faites du LinkedIn? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la périodicité? Et là encore, ne vous mettez pas de trop grande pression.
adaptez-vous aux médias sur lequel vous allez choisir de vous exprimer et ne multipliez pas les médias. Ce contenu doit vous servir à quelque chose. Celles qui ont déjà des communautés et qui les ont lancées un petit peu par hasard au début de la crise, il est possible de monétiser ou de valoriser vos communautés. Il est évident qu'il y a des populations à qui on ne peut pas demander de l'argent maintenant, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui payent pour plein de choses aujourd'hui, donc il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Donc vous pouvez faire des prestations et si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez faire un mix de payant et de gratuit. Par exemple, vous avez, je sais pas, 5 jours de méditation gratuit, après c'est payant. Vous pouvez avoir une période d'essai gratuite, vous dites pour les 3 prochains mois, c'est gratuit. Ou vous pouvez demander des recommandations. On peut aussi développer son réseau. Donc, c'est le bon moment pour faire son plan d'action, hein, qui j'ai besoin de connaître, pourquoi, et qui peut me le présenter, qui peut m'aider, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme information. Donc, c'est pareil, quelle est votre intention? En fonction du stade où vous en êtes dans votre projet, ça ne va pas être la même chose. Il y a un moment où on a besoin de collecter de l'information, on n'a pas besoin des mêmes gens que quand on va commencer à vendre ou à faire un prototype, que quand on va passer à la phase de croissance. Donc, au moment où vous en êtes, quel est votre besoin, quelle est votre intention et quels sont vos objectifs? Et comment vous planifiez? La 7e chose, c'est développer vos compétences. En relation avec la toute première, qui était de continuer à travailler sur votre Ikigai, développer vos compétences avec trois éléments clés pour moi. Reprenez les différentes étapes du parcours et voyez où vous êtes un peu faible en compétences. Quelles sont les compétences utiles? Alors, il y a aussi beaucoup de ressources en ligne sur du contenu, comment faire ci, comment faire ça, mais il y a aussi beaucoup de contenu liés à des secteurs particuliers, liés à des sujets particuliers comme les ventes, par exemple, la prospection, etc. Donc, cherchez vraiment tout ce qui va être utile à votre projet et demandez-vous aussi quelle est la façon dont vous apprenez mieux vous, parce que tous les programmes ne sont pas construits de la même façon et il y en a peut-être qui sont plus adaptés à la façon dont vous apprenez personnellement. C'est aussi le bon moment pour développer vos compétences sur des outils de productivité ou des outils qui vont être utiles au développement de votre projet et d'apprendre à les utiliser de manière efficace. Par exemple, pour la veille, il y a un outil qui est extrêmement efficace pour peu on soit un peu familiarisé avec, c'est Evernote, qui vous permet de classer en fait tout ce que vous lisez dans des dossiers super efficaces. C'est le moment de se familiariser avec Google Trends pour les mots-clés, avec Wordle, avec tous les outils qui vont concrètement améliorer votre efficacité quotidienne et rendre votre vie un peu plus facile. Et on va reprendre une vie normale, même si un petit peu différente. Et la planification reste importante. Reprenez les feuilles de route. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que vous devez avoir fait quand? Pour celles qui sont en tutorat, pour celles qui vont l'être incessamment, quels sont les points essentiels sur lesquels vous devez travailler avec votre tuteur? Votre tuteur, il ne va pas couvrir tout le projet tout le temps. On doit arriver vers son tuteur avec un sujet très précis, une question très précise sur lequel il peut vous aider, ou s'il ne peut pas vous aider, il vous dira qui peut vous aider. Là aussi, une des façons de reprendre d'une manière efficace sans se laisser peut-être distraire par tout ce qu'on entend déjà ou tout ce qu'on va entendre, c'est aussi de travailler en équipe. Alors, est-ce que vous pouvez identifier dans votre promo ou dans la communauté 3 ou 4 personnes qui comprennent exactement ce par quoi vous passez, avec qui vous pouvez régulièrement, peut-être une fois par mois, faire un point d'étape et à qui vous allez dire, voilà, moi, c'est ça que je veux faire la prochaine fois. Et à chaque réunion de pair, vous passez un peu de temps à dire où vous en êtes, à dire quelles sont les difficultés que vous avez et à vous aider les unes les autres.
Et il y a un point qui est fondamental, c'est comment vous pouvez réexaminer votre projet. Il y a des projets où on se dit, compte tenu de ce qui se passe, de ce qui va se passer après, est-ce que ça fait vraiment sens? Je pense par exemple à tous les projets qu'ils pouvaient avoir avec les loisirs, les vacances, les hôtels, les restaurants. Quelle est l'attitude que vous devez avoir? Ben, la question, c'est que les gens, les clients dans ces secteurs-là, vont toujours avoir des problèmes à résoudre. La question, c'est, compte tenu des différences de l'après avec l'avant, comment ils vont faire pour résoudre ces problèmes-là? Les gens vont toujours avoir besoin de vacances, par exemple. Les gens vont toujours avoir envie de sortir. Les gens vont toujours avoir envie de faire plein de choses, besoin de faire plein de choses. Ils n'auront peut-être pas nécessairement les ressources. Donc, mais ils vont trouver des solutions. Donc, comment vos cibles vont résoudre ces problèmes et comment vous pouvez vous interroger pour dire, OK, il y a ce problème-là qui restera un problème pour le client. Comment on peut répondre différemment de ce qu'on faisait d'habitude? La question que vous devez vous poser sur vos offres, c'est peut-être de dire comment est-ce que vous pouvez transformer votre produit en service. Y a-t-il des acteurs, et ça aussi c'est un élément important de votre veille, à qui vous allez pouvoir ajouter de la valeur, c'est-à-dire que font quelque chose qui répond à un problème d'un client. Peut-être que s'ils ajoutent ce que vous faites à leurs prestations, peut-être qu'ils créeront plus de valeur pour leurs clients. Et la dixième chose, c'est que il faut aussi tenir la distance. Ça, on l'a beaucoup répété dans Startup. Mais donc, il faut avoir de l'énergie. Donc, il faut continuer à vous soucier de ce qui va faire que vous vous levez le matin aujourd'hui et demain pour mener votre projet. Utiliser, surutiliser, exploiter la communauté. La chose que je voulais dire en conclusion, il est possible que votre projet ne fasse plus sens dans le nouveau contexte. Tout le travail que vous avez fait et que vous allez continuer à faire, va vous apporter des nouvelles opportunités. Je ne voudrais pas que cette décision-là soit nécessairement un drame. C'est une décision traditionnelle dans la vie d'un entrepreneur. Savoir quand s'arrêter.